de thème sur l'éducation financière. Je crois que le mercredi passé, il y a une formation, disons, une animation chez elle. Donc, je vais juste passer à relever les grandes lignes pour qu'on puisse vraiment aborder l'autre point qui est très important, à savoir l'investissement. D'abord, c'est pas l'éducation financière, rapidement. L'éducation financière, si je peux le professeur l'a évoqué, c'est savoir gérer son argent ou son budget et anticiper financièrement les situations imprévues. Elle permet de s'assurer de meilleures économies financières et de construire sereinement l'avenir. Donc, l'éducation financière, c'est toute une planification. Et il y a des études vraiment très essentielles pour l'éducation financière, c'est le budget. Le budget familial. Le budget est important aussi bien personnellement que pour la famille. Donc, quand on vit en famille, il faut faire une planification de tout ce qu'on a comme revenu. On entend par revenu le salaire. En termes de revenu, on peut parler du salaire, des rentes, des loyers, des intérêts ou des dividendes. Intérêt ou dividende, c'est si ce qu'on va revenir là-dessus, si vous avez des questions sur ce qui est intérêt et dividende. Et aussi, il faut planifier faire des comptes. J'attends par des comptes, ce qui est charge financière. Et de là, il va convaincre, c'est de pouvoir, il ne faut pas comprendre les dépenses, il faut pouvoir hiérarchiser les dépenses. Nous avons par exemple, on peut le dire, les dépenses prioritaires. Les dépenses prioritaires, ce qui rentre dans le cadre de l'administration, les dépenses obligatoires. Les dépenses obligatoires, par exemple, ce sont le loyer, les factures de consommation, de l'électricité, la facture d'eau. Et puis, il faut également parler des frais de scolarité. C'est ce qu'on appelle les dépenses obligatoires. Donc, vous voyez que dans notre planification, il faut pouvoir les hiérarchiser. Les dépenses n'ont pas les mêmes niveaux de priorité. Par exemple, il ne faudrait pas prendre l'argent du loyer pour dire combien de gens par rapport à payer la consommation d'Internet et la consommation de canal. Il ne faut pas prendre l'argent du loyer pour pouvoir payer la consommation de l'Internet et la consommation du canal. Ce ne sont pas les mêmes niveaux de priorité. Ensuite, on fait également les revenus, il faut les hiérarchiser. On a plusieurs types de revenus. Nous avons les revenus stables et puis les revenus qui ne sont pas réguliers. Par exemple, moi je peux travailler un salaire régulier, mais par intermittence, je peux aussi exercer une activité parallèle qui peut m'envoyer qu'on appelle une consacrer un certain nombre de revenus. Ça, ce sont des revenus réguliers. Donc, il faut adosser des revenus réguliers à des charges bien précises. Et ça, par rapport à une planification. Quand cette planification est bien faite, cela permet de dégager un revenu régulier qu'on peut mettre de côté, qu'on appellera par exemple l'épargne. Alors, ce n'est pas l'épargne. Parlons de l'épargne, ce n'est pas l'épargne ordinaire. L'épargne, c'est mettre de l'argent de côté en sécurité. Et précise bien, c'est de mettre l'argent de côté en sécurité pour des projets à court terme. Ou les imprévus offrant une utilité immédiate, mais avec un rendement faible. Une épargne doit être sécurisée et minimiser les risques de perte de pouvoir d'achat. Tenir compte du niveau d'inflation. De ce point de vue, les parties telles que les cantines et les caisses d'épargne tenues à la maison, c'est-à-dire les caisses, vous pouvez épargner à les caisses qu'on va à la maison pour pouvoir mettre l'argent. On dit qu'on est en train d'épargner. Ce sont des pratiques, certes, ce sont des pratiques qui se font dans notre société, mais je pourrais dire que ce ne sont pas des pratiques encouragées. J'ai évoqué tout à l'heure, il faut faire l'épargne de sorte à pouvoir éviter les pertes du pouvoir d'achat. Donc, si ce point je vais expliquer un peu, je donne un exemple. Si moi, à la maison, je garde l'argent, disons mensuellement, 10 000 chaque mois, disons que dans 12 mois, je 120 000. Si j'avais pour objectif de pouvoir acquérir, par exemple, un bien de 120 000 francs, il y a un an plus tôt, vous voyez que ce n'est pas sûr que dans un an, quand je vais les 120 000, je ne vais pas acquérir ce bien. Il faut faire très attention. Il faut prendre en compte l'impact de l'inflation. Parce que 10 000 aujourd'hui n'est pas égal à 10 000 dans un an. Donc, nous n'aurons pas le même pouvoir d'achat. C'est pourquoi on dit les cantines, c'est vrai, ça permet d'épargner, mais en termes de pouvoir d'achat, il y a une perte de pouvoir d'achat. Et en termes de sécurité aussi, c'est pas sûr que, après avoir fait les plus de passage à ton tour, c'est sûr qu'on est les gens qui
cas de là. Il faut vraiment faire très attention. C'est comme on dit, l'épargne doit être sécurisée et minimiser le niveau de risque. Alors, quand on a fini d'épargner, qu'est-ce qu'il faut faire avec son épargne? Quand on a fini d'épargner, alors la question qui vient en tête, c'est d'investir. Dans quel support investir? Investir, on a plusieurs manières d'investir. Vous pouvez investir soit dans l'économie réelle. On parle d'économie réelle, telle que par exemple des activités physiques éternelles, le commerce, le transport, investir dans l'agriculture, l'élevage, l'industrie. Ou bien il y a d'autres canaux d'investissement que peu de personnes connaissent. On peut investir aussi sur le marché financier. Donc, pour pouvoir investir par exemple dans l'économie réelle, c'est là qu'on a appris le temps à un certain nombre de questions. Parce que pas mal de personnes se sont fait juger aujourd'hui pour investir, ce n'est pas le capital le plus important, mais c'est le capital humain qui est le plus important. À qui j'ai compté mon investissement? Est-ce que c'est une personne qui on peut compter? Donc il faut se poser toutes ces questions. Donc pour pouvoir investir, il faut déjà se poser ces questions. Il y a une des quatre questions qu'il faut se poser. Est-ce que je maîtrise le business model de l'activité dans lequel je vais investir? Parlons du business model de l'emploi. Est-ce que je maîtrise réellement l'activité dans laquelle je vais investir? Est-ce que je maîtrise toute la chaîne de valeur, les différents acteurs qui interviennent dans la chaîne de valeur de l'activité dans laquelle je vais mon argent? Est-ce que je comprends l'activité problématique avant d'aller mettre mon argent? La deuxième question à se poser, quel est le coût rendement de l'activité dans laquelle je vais mettre mon argent? Vous voyez, en ce moment, on avait parlé de agro-business. Agro-business, c'est quelque chose qui a suscité pas mal d'engouement en Côte d'Ivoire, mais qui s'est soldé par un gros échec. Agro-business, par exemple, on disait, avec qui doit avoir des RSI de plus de 200%. Une telle activité, si elle existe, elle ne serait plus dans le temps. Parce que 200% de rendement ne peut pas être viable sur une longue période. Donc, quand vous investissez, on dit, il y a une telle activité dans laquelle il faut mettre son argent, et qu'on dit, par exemple, dans votre rendement de 3 à 4%, il faut se dire que le risque associé aussi à cet investissement est très, très, très élevé. Il y a énormément de gros effets du capital, et qui s'est passé au niveau de l'agro-business. Il faut aussi également se demander, est-ce qu'il y a un cadre juridique bien là, qui encadre l'activité dans laquelle je vais mettre mon argent? Est-ce que je n'ai pas un problème où je parlais de bien? Qu'est-ce que la loi dit? Est-ce que j'ai une protection juridique? Si je peux répondre à cette question, c'est que déjà c'est un bon point. Est-ce que j'ai le contrôle de mon activité ou de mon projet, là où je vais investir? Si je n'ai pas le contrôle, il ne sert à rien d'investir dans une telle activité. Je fais du taxi ou bien des gens, est-ce que je contrôle? Il y a un mécanisme de contrôle l'activité dans lequel je mets mon argent. Si je n'ai pas de mécanisme de contrôle, est-ce que j'ai la pleine propriété? Je prends l'exemple, par exemple, des taxis sur top. On te dit qu'il y a 1 million, on te permet d'avoir des taxis, il y a la société qui complète, et après, je ne sais pas comment, il y avait un mécanisme qui te permettait d'ici 2 ans, 3 ans, des taxis de revenir. La question se posait, du moment où il y a un problème, à qui il vient le taxi? Vous n'avez pas la peine de protéger votre bien. Mais là, il faut se poser toutes ces questions. Donc, à défaut d'une réponse certaine à ces différentes questions, il faut espérer avoir un investissement financier qui offre une panoplie de produits. L'investissement financier offre une panoplie de produits. En parlant d'investissement financier, le marché financier est large. Vous avez fait votre épargne, il faut déjà commencer par se poser la question, est-ce que je ne peux pas sortir un produit d'assurance? Est-ce qu'il n'y a pas un compte bien dédié au niveau des gens qui puissent financer un certain niveau de revenus? Même si c'est pas 800%, c'est mieux que de mettre son argent, moi je dois en faire. Si les 3,5% ne peut pas, par exemple, le rendement, si ça ne bouge pas, vous pouvez aller dans des valeurs telles que des produits tels que les actions et les obligations. Et des produits dédiés à qui je le dis tantôt. Sur le marché financier, il faut en fonction de votre profil, on peut vous donner tout type de produits financiers, des supports d'investissement sur lesquels vous pouvez investir. Vous avez les obligations. Au niveau des obligations, c'est une grande famille. On a des obligations de 3 mois. Pour ceux qui veulent faire des choses de long terme, on a des obligations de 5 ans, de 3 ans,
de 2 ans et de 6 mois. Pour ceux qui ne veulent pas prendre trop de risques, les obligations, ce sont des supports d'investissement à risque vraiment maîtrisé. Pour ceux qui quand même ont une certaine appétit de risque, on peut dire par exemple aller investir sur les actions. Même au niveau des actions également, on a maintenant vous allez voir qu'il y a des actions de croissance. Il y a des actions par exemple qui ont un caractère défensif. Il y a des actions qui ont un caractère qui achètent certains rendements quasi garantis. Donc, on a fait support d'investissement à chacun pour investir. Et en dehors des actions, obligations, il y a ce qu'on appelle les OPCVM. Les OPCVM, ce sont des organismes collectifs de placement en valeur immobilière. C'est-à-dire, par exemple, là, ce sont des spécialistes qui sont là, des experts. Vous collectez votre épargne, vous allez voir où j'ai pu mobiliser tel, puis épargner un tel montant, je veux investir. Et eux, ils se chargent d'investir pour vous sur les supports de placement. Périodiquement, ils vous font des comptes rendus. Vous voyez que là, votre argent est chez les professionnels. Et vous dormez en paix. Vous n'avez pas des questions de savoir est-ce que le chauffeur est passé à mon argent, est-ce que celui qui gère mon argent vient de faire un famille plus total de bien contrôle sur le gérant. Est-ce qu'il n'y a pas de risque un risque de réduction de capital que j'ai investi dans mon projet. Donc ce sont des produits que le plus souvent nos parents ne connaissent pas. Il paraît très lointain, mais dans la folie, ils ne sont pas très difficiles à manipuler. Il suffit juste de vous rapprocher des experts pour pouvoir vous assurer comment un revenu permanent est sécurisé et garanti. On n'a pas trop de temps. Ce que je vais faire, je vais m'arrêter là. On va maintenant faire la part des questions. On va faire de façon très interactive, de sorte à ce qu'on puisse comment peut-être couvrir le sujet. Merci. Merci à vous, frère Maggie. Nous allons passer aux questions. S'il y a des questions. Bonsoir monsieur le conférencier. La semaine dernière, on vous a parlé de bourse. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi la bourse exactement? Comment investir en bourse? Est-ce qu'une personne lambda, une vendeuse par exemple au marché, peut investir en bourse? Et comment ça se passe? Quel est le processus? Merci. D'autres questions, nous allons poser des questions. Nous allons continuer. Merci. Bonsoir à tous. Monsieur le conférencier, la question est à vous. Est-ce que vous pouvez revenir sur la différence entre les obligations et les actions et où en acheter? S'il vous plaît. Merci. Nous poursuivons avec les questions ou préoccupations. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir chef de conférencier. Vous avez parlé tout à l'heure de l'investissement sécurisé entre les mains de professionnels. Si aujourd'hui je décide d'investir, quel professionnel pourriez-vous me conseiller? Merci. Questions, préoccupations. Bon, voilà, nous allons aller avec ces trois questions. D'accord, merci. Pour la première question, elle demande à savoir
De la même manière, on chaque dimanche, ou bien chaque samedi, c'est un nouveau marché pour pouvoir prendre leur manière. Le marché financier, si vous voulez, c'est le lieu par excellence. Mais là-bas, on ne vend pas les manières des bananes. On vend les titres des sociétés qu'on appelle actions. C'est une alternative, sinon une occasion pour vous et moi qui n'avons jamais créé de société, de nous permettre d'être actionnaires des sociétés. Donc, à la bourse, quand on va à la bourse, c'est pour acheter des titres des sociétés qui sont cotées à la bourse. On peut y également trouver des obligations. Ce n'est pas les obligations, donc je vais profiter de cette question pour répondre en même temps à la seconde question. La différence entre les actions et les obligations, c'est que les obligations, ce sont, de façon technique, les obligations, ce sont des titres de créances. Vous voyez souvent, quand vous sillonnez un peu les rues d'Abidjan, vous allez voir les grosses affiches qu'ils ont mis TPCI 6%, 2025, 2030. Vous voyez? Et ces affiches-là, c'est que c'est l'État de Côte d'Ivoire dans le cadre du financement de ces différents projets. Il va s'avérer que le budget tel que l'État de Côte d'Ivoire a élaboré, le budget des prêts, le budget familial, il faut noter qu'au plan national aussi, on a un budget. Et ce budget-là, on a les recettes et on a les dépenses. Et le plus souvent, le niveau des recettes de l'État n'arrive pas à couvrir ses dépenses. Et qu'est-ce que l'État fait? L'État a recours au marché financier. Il faut compléter le cas. Donc l'État va aller emprunter. Donc quand l'État emprunte, c'est des gros montants. Ça fait 100 milliards, 500 milliards. L'État va dire, bon, les 500 milliards, il va aller voir les spécialistes du marché. Pour qu'ils puissent m'aider à pouvoir trouver les 500 milliards. Donc l'État, il y a plusieurs processus que je vais essayer de résumer. L'État va voir les spécialistes et les spécialistes vont aller voir les différents clients, ou bien les différents partenaires financiers pour que l'État de Côte d'Ivoire va chercher l'argent. C'est 6%. Combien de temps c'est prêt à donner? Donc, vous pouvez dire par exemple, moi je peux donner à l'État 100 millions, un autre investisseur, moi je peux donner 200 millions. Et il faut noter qu'il y a un barème nominal, un million qui est 10 millions, on appelle ça barème nominal. Donc, pour 100 millions, il y aura un certain nombre d'obligations. Et là, quand on dit 6%, vous avez 6% qui est garanti. Si vous investissez par exemple pour 1 million, chaque année, vous avez 6% des rendements. Ce sont les obligations. Alors que les actions, comme je l'ai dit, c'est des personnes qui initialement ont créé les sociétés. Vous n'étiez pas là, après ces personnes ont décidé et ont envoyé les sociétés à la bourse. Et elles ouvrent le capital, ça vous donne une opportunité d'être actionnaire quand même au départ, vous n'étiez pas là. Donc, c'est la différence entre les actions et les obligations. Les actions, par contre, les revenus ne sont pas garantis. Les actions dépendent de la performance de la société. Si la société se comporte bien et que les résultats sont très bons, alors chaque année, vous devez voir ce qu'on appelle une part de ces résultats, appelée dividende. Tout à l'heure, dans le propos, j'ai parlé de dividendes. Les intérêts, j'ai parlé également des intérêts. Les intérêts, c'est dans le cadre des obligations. Mais les dividendes, c'est dans le cadre des actions. Donc, chaque année, l'entreprise va faire ce qu'on appelle une assemblée générale. Étant donné que vous êtes actionnaire, c'est eux qu'on dit. Vous allez participer à la prise de décision et ils vont vous donner une part de ces résultats. Ces obligations-là, c'est différent. Ce sont des types de créances. L'État peut emprunter comme les sociétés aussi également peuvent mettre des obligations. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Maintenant, comment investir en bourse? Investir en bourse, c'est très simple. De la même manière, on va ouvrir un compte au niveau de la banque chez les banques. Pour investir en bourse également, il y a des sociétés dédiées. Les sociétés dédiées, on les appelle, dans notre jargon ici, les SGI, les sociétés de gestion et d'intermédiation. Vous y allez, vous allez trouver un chargé d'affaires, les plus gros besoins, j'ai besoin d'investir. Le chargé de compte va vous écouter. Généralement, ce qu'on appelle une définition de votre profil, il faut connaître qui vous êtes, quel est votre niveau de revenu, quels sont vos objectifs d'investissement. En fonction de ça, ils vont définir votre profil. Vous allez ouvrir votre compte, vous savez que vous ouvrez ce compte. Ce compte est différent du compte à la banque, on appelle ça un compte titre. Une fois que vous ouvrez ce compte titre-là, ça vous permet de pouvoir acheter et les actions et les obligations sur le marché. Disons à la bourse. C'est pas ça la question, la réponse est
question, comment investir à la bourse? Est-ce qu'il y a un montant minimum qu'il faut avoir pour pouvoir investir à la bourse? Le montant minimum dépend de la politique de chaque LGI. Chaque société, vous allez voir par exemple, pour LGI qui ont dit le montant minimum chez nous c'est 1 million. LGI qui vont jusqu'à 50 millions de montant minimum. Un an aussi c'est 500 000. Ces montants sont pas des montants ce sont des montants qui vous reviennent. Seulement ils ne veulent pas que lorsque vous ouvrez le compte reste, le profit soit vide. Ça contribue à faire vous payer la charge sur le marché financier. Dans la bourse. Tout à l'heure, je parlais des professionnels avertis. Il faut que lorsque vous ouvrez votre compte titre, vous avez deux possibilités. Vous pouvez ouvrir ce qu'on appelle un compte libre. Un compte libre, cela sous-entend que vous avez une certaine maîtrise, une certaine connaissance du marché financier. Vous pouvez prendre l'initiative de vos achats d'actions et de vos ventes d'actions et que vous suivez à part réelle information, parce que la bourse est guidée par l'information financière. Donc, cela sous-entend que vous êtes à tout moment informé des mouvements du marché, des performances du marché. Lorsque vous n'avez pas, vous ne disposez pas assez de temps ou bien d'expertise, vous pouvez dire bon, moi je n'ai pas trop de temps, je ne marche mon compte, je vais donner que je suis très occupé. Et vous permettre de gérer mon compte pour moi. Mais quand c'est comme ça, c'est un moyen de rémunération. Il y a des experts dédiés qui vont se charger de gérer votre compte. À chaque experts a politiquement de vous faire des comptes rendus. Il y a ce côté qu'on appelle la gestion sous mandat. De l'autre que je viens d'aborder vraiment, c'est la gestion libre. Ça, c'est du côté des SG. Il y a aussi des experts qu'on appelle des sociétés de gestion de procédés. Ceux qui gèrent des fonds communs et placements. Donc, vous pouvez aller les voir, vous dites, moi j'ai une certaine épargne, je viens investir, étant donné que je ne connais pas trop, ils vont vous proposer des différents types de fonds qu'ils ont. Vous verrez qu'il y aura des fonds où c'est seulement des actions qu'on achète. Il y aura aussi des fonds où c'est seulement des obligations qu'on achète. Il y aura des fonds, ce sont des obligations, mais à moyen terme. Il y aura des fonds, ce sont des obligations, mais à très court terme. Et vous leur donnez votre argent, qui va vous permettre d'investir. Là-bas, à ce qu'on appelle les droits d'entrée. Puisque vous allez, quand vous allez investir dans les fonds, il y a déjà certaines personnes, déjà des investisseurs qui nous ont précédés. Donc avant de pouvoir y accéder, vous allez payer ce qu'on appelle des frais d'entrée. Et ces fonds-là, ce sont des spécialistes de GER. Et périodiquement, ils vont faire des comptes rendus. Normalement aussi, c'est avec des rendements, avec certains communes qui vous garantissent un certain niveau de rendement. Donc c'est eux qu'on appelle les professionnels. Et il faut noter qu'avant de pouvoir exercer ces métiers, il y a l'autorité du marché. Si vous voulez les changements du marché, tout à l'heure, je parlais de cadre juridique. Vous notez que sur le marché financier, c'est bien encadré. Il y a l'AMF, l'autorité du marché financier, qui est composée des 8 pays membres de l'UEMOA, et qui régule le marché, qui réglemente le marché, qui sanctionne les acteurs de. Je ne sais pas si elle répondait à la question. Oui. Bon. Oui. Merci pour la qualité des réponses. Enfin, comme vous avez dit, je voudrais savoir, dans le cadre où moi je veux jouer le quantique, un SG, jouer le quantique, et étant donné que je n'y connais pas, je suis peut-être une demande de marché, je ne connais pas, je ne peux pas être je dois faire la science libre. Voilà, je ne sais pas comment ça monte, comment ça descend, qu'est-ce que je dois en faire. Et que je confie une bonne gestion de mandat. Je confie la gestion de mon compte titre à l'agent de la SG. Est-ce qu'il y a obligation de résultat? Est-ce qu'il y a quelque chose qui lui est exigé? Est-ce qu'il y a obligation de résultat? Et surtout, merci de rappeler la question de l'épargne, c'est une bonne chose. Je pense qu'après avoir épargné, il faut investir. Je veux savoir, vous, en tant que conférencier, je rentre à la semaine, au bout moment, vendre le marché, est-ce que vous lui conseillez
un investissement en bourse? Si oui, est-ce que c'est zone séculaire? Est-ce que c'est des quantités? Est-ce que vous devez voir à vous qui vont marcher? Bonsoir tout le monde. Merci au conférencier pour sa magnifique exposé. J'aimerais savoir, comme nous devons faire face au Ghana, comment est-ce qu'on a une liste par exemple de sociétés agréées à qui on peut faire confiance pour pouvoir faire cet investissement? Je vous ai parlé de l'autorité, mais est-ce que cette autorité fait une diffusion de liste de sociétés agréées pour qu'on puisse se fier à celle-là? Bonsoir tout le monde. Alors, ma compréhension, c'est pour quelqu'un qui achète des obligations, est-ce qu'il y a une période fixe pour que le contrat s'arrête? Je ne sais pas si vous avez compris. Merci. Bonsoir, je reviens entendre monsieur le conférencier. Si vous avez un conseil à me donner entre acheter des actions et des obligations, quel serait-il? Si vous devez nous permettre, ou bien vous devez nous conseiller entre les actions et les obligations, quel serait le conseil d'achat que vous pouvez nous donner ce soir? Merci. Une dernière question. Bonsoir à tous, bonsoir à chaque personne. Moi je reviens sur le volet épargne. Vous avez dit l'épargne prend en compte l'impact de l'action. Cela veut dire que dans la société moderne, les produits d'assurance que nous avons l'habitude de voir sur le marché n'est pas conseillé, puisque ça ne tient pas en compte de l'inflation lorsque le contrat sera atteint. Donc, conseillez-nous d'épargner ou d'investir en bourse ou en obligation pour laisser ces produits d'assurance. Merci. Merci. À ma question, obligation de résultat, très question. Est-ce que quand je conclue mon ancien spécialiste, il y a une obligation de résultat? Réglementairement, il n'y a pas d'obligation de résultat. Les spécialistes ont une obligation de moyens. Mais un spécialiste peut décider de garantir un certain revenu à une personne bien, à une entité donnée. Mais je vais dire que de façon réglementaire, ce n'est pas une obligation. Moi, je vais vous donner un exemple. C'est parce qu'il faut parler de nous. Moi, par exemple, lorsque j'avais été débauché de là où j'étais pour aller de l'autre côté, j'allais trouver un portefeuille. On leur avait confié un portefeuille d'un milliard à gérer. Et à un moment donné, lors de la gestion, quand ils leur ont confié un portefeuille d'un milliard, ils avaient garanti un rendement de 6%. Ouais, 6%, donc on était tenu de donner cet engagement. Dans ce cas, on peut garantir. Mais une fois que tu garantis, à toi de pouvoir honorer ton engagement. Oui, mais généralement, comment on fait pour pouvoir assurer un revenu, disons, garantir un revenu? C'est que quand par exemple, une personne engage une SGI, je dis que je veux investir, la SGI va vous proposer, généralement le spécialiste, le minimum possible. Voilà, réalisable. Voilà comment on est. Voilà. Ce que chez nous, par exemple, on parlera de 210. C'est-à-dire, je peux vous dire, par exemple, vous payez, je peux confier, par exemple, votre épargne à gérer, je peux vous dire, moi, je vais vous garantir 6%. Les 6%, je sais que, quel que soit
serait pour garantir un rendement par exemple de 25-30%. Ça, sur le marché, vous voyez un spécialiste de l'énergie qui nous propose cela, il faut faire attention. Mais il y a un minimum qu'on peut garantir en termes d'investissement. Et ce minimum-là, généralement, ça a adossé, vous allez voir que ça a adossé à les obligations. Voilà. Je ne sais pas si elle répondait à la question. Donc, réglementairement, c'est un contrat pour les SGI. Réglementairement, c'est un contrat. Les elles sont tenues à une obligation de moyens. C'est là que ça va faire. Si vous confiez votre argent, il faudrait que vous puissiez tout en œuvre pour pouvoir bien gérer cet argent. Donc, le challenge pour la SGI, c'est de faire en sorte que même si, parce que souvent, on ne peut pas faire de la SGI, le marché est plus difficile. Il va y avoir des situations, toute la conjoncture internationale n'est pas favorable et tout difficile. Il faut que la SGI soit à même de pouvoir faire de sorte que vous, votre paiement soit vraiment très minimal. C'est-à-dire ne pas vraiment moins par rapport à la tendance générale du marché. C'est pas ça qu'on comprend. Donc ça, c'est le rôle de la SGI. Une recommandation, non. Bon, vous voyez tout à l'heure, je parlais de tontines et des tests comptables, donc vous pourrez y parler. Donc, si moi j'ai une sœur ou une maman qui vend au marché, elle vend, chaque jour, peut-être elle peut venir, elle va me garder. Si chaque jour, elle peut se faire un bénéfice de 2 000 ou 3 000, 2 000, 3 000 par jour, dans le mois, on va se dire, elle va au moins, on va prendre au moins 50 000. Ces 50 000 déjà, il faut s'habituer. Ah oui, soit, moi je dirais que si peut-être les deux PCN sont compliqués, déjà au bien compte d'épargne, vous déposez cet argent. Ou bien, on pourrait suivre ma maman, va voir les autres PCN, c'est-à-dire les sociétés de gestion de PCN, elles font combien de déplacements, elles font combien de déplacements, on n'a pas de droit à payer. Pour les fonds combien de déplacements, comme je l'ai dit, ce sont les spécialistes qui gèrent pour vous. La maman, elle va. D'abord, si c'est une maman, ça ne va pas payer un certain niveau d'âge. Donc, elle ne peut pas prendre de risque. Aller faire les actions, c'est-à-dire prendre beaucoup de risques. Elle va juste, ils vont lui présenter les différents fonds qu'ils ont. On a un fonds monétaire qui est court terme, un fonds obligataire qui fait peut-être jusqu'à 53 ans. Donc, la maman peut déjà commencer avec les 60 000 là, initier ce qu'on va payer un virement permanent. C'est-à-dire chaque mois, elle va déposer son argent. D'abord, par le canal de la banque, de façon que on puisse tirer cet argent dans son compte professionnel. Pourquoi c'est important? C'est important d'abord parce que ce qu'on appelle la sécurité de son épargne. De deux, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a mis la thématique sur l'éducation financière, mais ce qu'il faut noter, c'est qu'aujourd'hui, l'éducation financière, c'est un concept très vaste. Aujourd'hui, vous entendez parler de blanchiment des capitaux. Il va arriver des moments où l'argent qu'on va épargner à la maison, nous ne pouvons plus nous en servir. C'est-à-dire, quand c'est l'argent à aller, peut-être que je vais faire difficile. Donc, c'est le moment, sinon, c'est l'occasion de commencer à vous accommoder des nouvelles pratiques. Commencez déjà, même si c'est timide, commencez déjà à ouvrir un compte, à pouvoir épargner votre argent directement il y a soit des canaux les plus appropriés, les comptes bancaires. De sorte à ce que les comptes bancaires et vos investissements, vous n'aurez pas de problème. Aujourd'hui, accumuler de l'argent à la maison et aller faire des achats, ça vient puissamment, mais il va arriver un moment où vous allez faire des achats, surtout faire des achats avec des nouveaux argent, vous allez devoir justifier. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, il faut prendre déjà le pas. Commencez déjà à aller vers des structures, aller vers les banques, aller vers les fonds de procédure. Nous, on a la chance ici, bon, disons, le système français a déjà fonctionné. On parle de retraite, régime de retraite par répartition. C'est-à-dire tout le monde cotise, à la fin, on essaie de répartir. Quand on dit quoi, ceux qui sont jeunes cotisent pour ceux qui vont à la retraite. Dans le fond, ce n'est pas comme ça. On parle de régime de retraite par capitalisation. Quand il travaille, ce n'est pas parce que tu cotises pour toi à la retraite. Donc, tu donnes ton argent quand il faut trouver les moyens pour pouvoir utiliser cet argent-là, de sorte à pouvoir assurer tes vies quand tu seras à la retraite. Donc, les enfants ont déjà développé par rapport à ces produits-là. Ils ont un esprit vraiment très avant par rapport à ces enfants. Vous allez chez les enfants, à un moment de 80 ans, 50 ans, elle est un compte. Soit un compte au PCD ou bien un compte à la bourse. Ils se sont déjà habitués à ces produits. Raison pour laquelle il faut déjà conseiller nos mamans qui vendent, vous
demandez à Jérémy, déjà commencé à ouvrir un compte. Aujourd'hui, avec le système d'interopérabilité de la BCAO, il est possible de, à partir de ton portable, de ton compte Orange, d'alimenter directement ton compte à la banque. C'est pas si c'est le compte. C'est-à-dire, à partir de ton compte Orange, vous pouvez déjà alimenter votre compte à la banque. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de raison de dire qu'on j'ai une petite épargne, de pas et un petit revenu, par exemple. Même avec le salaire de revenus qu'on a, même c'est 2000, vous pouvez de façon périodique virer 2000 sur votre compte à la banque, de sorte à ce que à un certain moment, vous décidez de soit investir dans le revenu ou bien dans une situation, disons dans un produit financier. Il suffit juste de s'organiser, de fixer son objectif. Liste des sociétés agréées. Il faut que toutes les sociétés dont je viens de faire mention sont des sociétés agréées, que ce soit des sociétés de groupe CVM, des SGI. Avant d'investir sur le marché financier, je veux dire, les seules sociétés habilitées à exercer sur le marché, déjà, tu ne peux pas exercer sur le marché en qualité d'SGI ou bien de société de gestion de PCE sans avoir l'agrément. Ce dont je peux vous conseiller, c'est de faire attention à ceux qui parlent un peu sur les réseaux sociaux et investir en bourse. Là, par contre, il faut bien se renseigner. Il faut demander si il a l'agrément pour exercer l'activité de conseil en bourse, parce que toutes ces activités sont soumises à un agrément, que ce soit le conseil en bourse, que ce soit la première affaire, que ce soit la société de gestion de PCM, il faut d'abord agréer en investir. Donc, si vous voulez pouvoir aller sur Google, vous tapez les sociétés agréées sur le marché financier de lui au moins, vous sortez toutes les sociétés agréées et vous choisissez une société fiduciaire. Les obligations à la différence des actions ont une durée limitée. Quand l'État de droit va par exemple décider d'emprunter pour pouvoir combler le déficit budgétaire, l'État va dire par exemple le changement d'imposition milliards sur 5 ans. Donc au terme des 5 ans, l'obligation n'a plus de durée. Donc c'est une durée bien limitée. Contrairement aux actions qui n'ont pas de durée, quand la société continuera d'exercer son activité, les actions seront toujours une valeur, c'est-à-dire les actions pourront toujours exister. C'est différent des obligations. Action et obligation, quel conseil donner? Bon, le choix dépend du profil. Tout à l'heure, je parlais de profil. Chaque personne, on n'a pas les mêmes profils. Moi, je suis jeune, j'ai encore le temps devant moi, donc je n'ai pas peur de risque. Alors que la maman qui est chez moi, qui a peut-être le papa qui est chez moi, qui est déjà à la retraite, ou elle n'a pas un niveau de risque, lui, il a besoin juste un minimum pour pouvoir assurer ses deux. Donc, quand je suis en face de tel client, tel investisseur, je ne vais pas lui proposer des actions risquées. Je vais lui dire, papa, avec vous, c'est mieux de prendre des obligations, compte tenu de votre profil. Il faut prendre des obligations. C'est moins risqué, ce n'est pas volatile. Alors que pour les jeunes, les étudiants, on peut leur conseiller des actions parce qu'on se dit qu'ils ont encore le temps de parce qu'il y a des actions de croissance. Vous pouvez miser sur une action pour aujourd'hui, les concours aujourd'hui, les 5 ans, 6 ans. Ça laissera le temps à la société de prendre ses marques et de croître. Donc on peut investir déjà sur ces actions-là pour la jeunesse. Mais pour les papas, les personnes déjà à la retraite, il faut plutôt privilégier les obligations. Donc le conseil est fonction de votre profil. Ça dépend. Si vous êtes par exemple un investisseur très agressif, moi vous conseillez des actions. Et même des actions volatiles, des actions vraiment très risquées. Si vous avez un profil par exemple dynamique, on va vous dire bon, c'est vrai que vous avez le risque, on va essayer de mélanger votre profil, on va mélanger peut-être pas, de diversifier votre profil avec et les actions et les obligations avec le nom des actions. Si vous avez un profil conservateur, on va vous mettre beaucoup d'obligations, puis d'actions. Vous voyez, c'est comme ça qu'on essaie de contrôler les profils en fonction des profils. Il disait tout à l'heure que par rapport à la définition de l'épargne, est-ce qu'il est important de souscrire aux produits d'assurance? Il faut d'abord dire que les produits d'assurance auxquels on souscrit, l'assurance c'est le risque. L'assurance, c'est plus l'assurance. L'assurance,
qui ont couvert le risque. L'assurance, on veut l'assurance constituée pour l'assurance, c'est pas tant l'environnement qui est visé. On s'est dit demain, s'ils sont en train de souscrire pour l'assurance, c'est pour pouvoir pallier à un événement qui peut survenir. Vous voyez, c'est beaucoup de temps cotisé et vous allez voir souvent, c'est vrai, hein, c'est à c'est un gouvernement, c'est très faible. C'est pas rendement zéro. Associé à rendement, c'est très faible. Parce que le but de l'assurance, c'est pas de vous donner certains niveaux de rendement, c'est pas d'optimiser votre capital. Les assurances ont pour objectif de couvrir un risque éventuel susceptible d'arriver. Cela, vous allez voir que les rendements au niveau des produits d'assurance sont différents des rendements lorsque vous parlez de ce qui peut-être un OPCD ou bien une lorsque vous achetez des assurances. Parce que le but derrière, c'est de couvrir les risques. Donc, ça n'a pas la même objectif. Mais, il faut toujours souscrire aux produits d'assurance parce que, comme je l'ai dit, même au moment où vous parlez, je suis arrivé à ce que je souscris à des produits d'assurance. Parce que, à ce que je vais faire, parce que je vis. Et si je ne dis pas, qui couvre ce risque-là? Mais les accidents ne deviennent pas, qui couvre ce risque? Non, c'est pour ces raisons-là qu'on se trouve au pays d'assurance. Comme je le disais, c'est véritablement un risque. Donc, vous avez vu que les assurances, les produits d'assurance ne donnent pas un certain niveau de revenus très conséquent. Je pense qu'on a fait le tour, je sais pas s'il y a des questions. Voilà, nous avons acté là, parce que nous avons déjà le temps. Nous avons dit merci au nom du Père et de son leader, merci à notre Père, et on a tout à fait voulu ménager tout ce temps. Nous voulons que le monde nous aide.